BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez ensuite nos critiques attitrés. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour un débat sur les derniers livres qui viennent de sortir autour de Daniel Cohen. Et puis vous retrouverez nos chroniqueurs, Benaouda Abdelhaim et sa moisson d'études glanées dans le monde entier, Marjorie Adelson, notre bibliothécaire qui nous parlera d'échecs aujourd'hui. N'oubliez pas tous nos comptes sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, X, Facebook, LinkedIn, YouTube, librairie de l'écho, partout, hein, c'est à peu près voilà, le même nom. Vous savez que vous pouvez vous inscrire pour gagner les livres dédicacés de nos auteurs et nos deux gagnants du jour, c'est Benoît et Flo, voilà, qui recevront les livres de nos deux invités que nous allons découvrir tout de suite. Après des pénuries qu'on ne pensait plus connaître, après la flambée des prix des produits alimentaires, après les manifestations de paysans à travers toute l'Europe, comment va-t-on se nourrir demain? Qui va nous nourrir et à quel prix? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre dans cette librairie de l'écho avec nos deux invités. Sébastien Abyss, bonjour. Bonjour. Sébastien, vous êtes directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS, enseignant, et vous publiez « Veut-on nourrir le monde » aux éditions Armand Collin. Le voilà, il est là. Sous-titre « Franchir l'Everest alimentaire en 2050 ». Et puis alors, vous venez de nous l'apporter, et je vous en remercie. Le Déméter 2024, monde agricole, cultiver la paix en temps de guerre. C'est quoi cette revue Le Déméter, c'est un ouvrage annuel de prospective, qui est une revue académique, universitaire, qui sort tous les ans. C'est un collectif, il y a plus de 50 auteurs, une centaine de contributeurs du monde entier. Et l'idée, c'est tous les ans de faire un point sur les grandes dynamiques agricoles, alimentaires et de durabilité dans le monde, et regarder les stratégies de puissance, les évolutions du commerce, les évolutions des performances de transition. C'est un ouvrage indispensable pour comprendre la marche du monde. Formidable. Vous nous en direz un mot. Forcément, dans les réponses que vous me ferez, il y aura des réponses inspirées par ce Déméter. Et puis, Philippe Ducroquet, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes économiste, ingénieur en agriculture. Vous avez été banquier, directeur général d'Unigrain et vous publiez, alors là, un ouvrage qui nous a un peu époustouflés. Vous le publiez avec Jean-Paul Charvet. Je vous le montre. C'est très lourd, c'est très gros, c'est très illustré. C'est l'Atlas des politiques agricoles et alimentaires. Et vous posez la même question, finalement, que Sébastien Abyss. Comment nourrir la planète? C'est aux éditions du Rocher. Je commence avec vous, Philippe Ducroquet. Est-ce qu'on risque de connaître à nouveau des famines puisque manifestement, vous dites qu'il y a eu une diminution, mais que cette diminution, eh bien, elle s'est interrompue? Alors, des famines peut-être pas, mais la sous-nutrition s'aggrave. Il y avait 1 milliard de personnes qui étaient en situation grave de sous-nutrition et on était descendu à 600 millions et on est remonté à 800 millions avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, avec les guerres civiles. Et donc, ça va plutôt dans le mauvais sens et c'est surtout en Afrique. L'Asie va mieux, mais l'Afrique, pour l'instant, ça se dégrade. Alors, un point très important, Philippe Ducroquet. Les famines, la malnutrition, ça n'est jamais à cause d'une insuffisance de production. C'est-à-dire qu'elle n'est pas où il faut, elle n'est pas au bon endroit. Vous avez raison, il y a trop de nourriture d'une certaine manière. Simplement, elle n'est pas au bon endroit parce qu'il y a des endroits où il y a des déserts, mais il y a aussi des endroits où, si vous voulez, les rendements n'ont rien à voir. Les rendements en Afrique sont de 7 quintaux hectares, chez nous ils sont de 70 quintaux. Sont 10 fois plus. En Afrique, on travaille 1 hectare, et ici, on travaille 100 hectares. Donc, la productivité est 1000 fois moindre. Ouais. Donc, ça n'a rien à voir, si vous voulez, on ne peut pas comparer. Mais vous dites les causes principales, c'est les conflits armés, et le retour des conflits armés, la crise climatique, et donc les politiques agricoles inadaptées. Il y a eu le Covid aussi, et la guerre en Ukraine. Depuis, rien que le Covid et la guerre en Ukraine, sur 2 ans, il y a 150 millions de personnes en plus qui sont sous-nourries, gravement sous-nourries.
Alors, ce livre, il analyse les causes des réussites et des échecs des politiques agricoles et alimentaires menées dans une trentaine de pays sur 5 continents. Alors à chaque fois, hein, je feuillette pour vous, mais c'est extrêmement illustré, beaucoup de cartes, de tableaux. Quand on essaie de faire la synthèse de tout ça, qu'est-ce qui conditionne finalement la réussite ou l'échec d'une politique agricole? Est-ce que c'est son orientation politique, par exemple? Est-ce que le fait que ce soit protectionniste, libéral, ou est-ce que ça joue pas? Alors je suis parti de cette idée-là. Ouais. Parce que j'ai vécu longtemps en Afrique avec quelqu'un que vous connaissez peut-être même pas, mais le milliardaire rouge, Jean-Baptiste Doumengue. Ah ben oui, bien sûr. Bon. Et donc Doumengue ne voyait que des chefs d'État, et moi je voyais les ministres de l'Agriculture. Et je me disais, qu'est-ce que je ferais à leur place? Est-ce que j'aurais une politique libérale, c'est-à-dire finalement pour pas qu'il y ait des émeutes de la faim, acheter du riz pas cher en Thaïlande, ou est-ce que j'ai une politique protectionniste, c'est-à-dire je développe les agriculteurs, l'agriculture, la transformation agricole. Et finalement, la plupart des pays africains ont une politique libérale. Mais c'est un peu, comment on va dire, d'apparence, parce qu'en réalité, ils achètent pas cher. Si vous voulez, il y a une coalition contre les paysans. Il y a un intérêt partagé entre les dirigeants en Afrique et les urbains. Pour éviter les émeutes de la faim, on préfère acheter pas cher en Asie ou ailleurs, le riz par exemple, que de développer l'agriculture. Mais c'est quoi les conditions d'une politique agricole qui fonctionne? Ça, j'ai essayé de bien travailler là-dessus. Ouais. Et il y a d'abord des préalables très importants, c'est un pays stable. Ouais. Un pays, si vous voulez, Haïti, Madagascar, c'est pas stable. Il faut ensuite qu'il y ait un peu de transformation agricole autour pour que, par exemple, la Thaïlande a assez bien réussi parce qu'il y a des routes partout, il y a des dispensaires, il y a des hôpitaux, il y a de l'industrie agroalimentaire autour qui absorbe les populations. Et donc il faut un ensemble de paramètres qui font que ça puisse marcher. Ensuite, il faut de l'agriculture. En agriculture, il faut un peu d'hybride. Il faut quand même des choses qui s'améliorent. On ne peut pas rester dans la tradition complète. Donc il y a quelques hybrides qui ne coûtent pas forcément trop cher. Un peu d'engrais, ça c'est du point de vue agricole. Et puis il faut des paysans organisés. En France, ça a marché parce que l'État et le monde agricole ont travaillé ensemble depuis l'après-guerre. Ouais. Les États-Unis, pareil. En Afrique, c'est souvent pas le cas. Pas toujours, mais c'est souvent pas le cas. Est-ce qu'il y a des pays dont vous vous dites ils ont un potentiel extraordinaire et d'autres dont vous voyez qui gâchent complètement leur chance? Alors justement, je me suis aperçu en faisant ce travail que c'est pas parce qu'un pays a des bonnes terres, je pense à la Zambie, je pense à Madagascar, qu'il n'y a pas de la sous-nutrition. Ça va pas ensemble. Parce que, si vous voulez, la gouvernance n'est pas bonne. Et donc, la Zambie, le Zimbabwe, c'est remarquable. Vous avez le prix de revient, si c'est bien fait, moins cher qu'aux États-Unis. Mais ça, comme la gouvernance est mauvaise, comme il y a beaucoup de corruption quand même en général, les achats à l'étranger, au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, c'est pas gratos. Il y a beaucoup de gens qui se servent en passant. Et donc, ça fait que c'est difficile d'échapper au libéralisme. Vous dites qu'il y a une stratégie qui est toujours gagnante, c'est ce que vous appelez le pluriel. Oui. C'est-à-dire, ça consiste en quoi? C'est tout cet ensemble d'ingrédients qui font que s'il y a un pays stable, si la politique agricole est bien soutenue dans la durée de la même manière, si les engrais sont mis au bon endroit, si vous voulez, il y a des pays qui marchent bien, où il y a des pays aussi où l'argent du pétrole est utilisé pour l'agriculture. Mais en général, c'est la malédiction. Alors, Nigeria, catastrophe. Dès qu'il y a eu du pétrole, terminé. Et l'agriculture est tombée. L'Algérie, par rapport au Maroc, n'a pas très bien réussi. Alors qu'elle a un potentiel extraordinaire. Agricole moyen, on va dire, pas extraordinaire, mais il y a un potentiel agricole. Qui n'est pas exploité elle n'a pas aussi bien réussi que le Maroc. Parce que le Maroc a bien développé son agriculture, y compris les petits paysans, pour amortir les chocs, si vous voulez, les années de sécheresse. Est-ce que, compte tenu de ce qu'on anticipe sur le changement climatique, etc., est-ce qu'il y a des régions qui vous semblent vouées à une sorte d'inexorable déclin
et d'autres qui vous semblent au contraire amenés à prospérer, ça va quand même changer la donne, le dérèglement climatique. Alors là, il y a un peu de théorie là-dedans, mais la Russie évidemment, puisque le réchauffement climatique, il y a tout le permafrost qui devrait se décongeler au bout d'un certain temps. Ouais. Donc la Russie pourrait, elle est déjà le premier exportateur mondial de céréales, elle pourrait doubler ses exportations. Mais ça, c'est pas à gagner, c'est pas demain matin. Par contre, vous voyez en Afrique, il y a quand même des endroits où malheureusement le désert progresse, et ça fait que des pays comme le Tchad, le Niger, le Mali sont de plus en plus en difficulté, de plus en plus dépendants. L'Afrique, il y a des études qui ont été faites là-dessus, d'ici 2050, devrait multiplier sa production entre 3 et 5 pour se nourrir. C'est impossible. C'est impossible. Ils seront de plus en plus dépendants. Comment vous évaluez le potentiel d'augmentation de la production agricole mondiale dans les années à venir? Vous dites en fait qu'il y a une incertitude concernant ce potentiel de production qui dépend finalement du climat, de l'eau, du terrain, des surfaces et des rendements, bien évidemment. Ouais. Donc de la technologie, un peu quelque part. Oui, la technologie pour beaucoup. Mais si vous êtes au Botswana, par exemple, Botswana, c'est du désert. Bon, il ne faut pas demander aux gens de faire de la production agricole. Et c'est normal, comme ils ont du diamant, qu'à la limite, qu'ils utilisent cet argent du diamant pour nourrir leur population qui est très faible. À l'inverse, l'Afrique, elle a quand même du potentiel. L'Afrique, c'est un pays qui a de la réserve de terre. En Asie, il n'y a pratiquement plus de réserve de terre. Il y a des terres agricoles disponibles, il n'y en a pratiquement plus. En Inde, en Chine, fini, terminé. Par contre, en Afrique et en Amérique latine, vous avez encore un certain potentiel de terre. En gros, c'est autour de 100 millions d'hectares dans chaque continent. Alors, Sébastien Abyss, vous posez l'équation fatale, j'ai envie de dire. C'est en gros l'horizon 2050. D'un côté, on va sans doute atteindre le point culminant de la population mondiale. Et en même temps, en 2050, on est censé arriver à la neutralité carbone. Concrètement, comment ces deux trajectoires vont se combiner pour nous imposer finalement un défi assez considérable? Le défi, il est immense. C'est pour ça que j'ai pris la métaphore de l'Everest. Ouais. Parce que l'Everest, ça fait 70 ans que l'homme a su conquérir le toit du monde. Et en 70 ans, il n'y a à peu près 7000 personnes qui sont montées sur le toit de l'Everest. Et ça, c'est très peu de personnes. Là, sur le toit de la sécurité alimentaire mondiale, il y a 10 milliards de candidats. Et on ne peut pas se permettre dans le monde d'aujourd'hui de dire qu'une personne qui arrive sur la planète ou quelqu'un qui est déjà là devrait rester sans manger. C'est une nécessité vitale encore en 2024. C'est un besoin du quotidien. C'est un besoin qui traverse les époques, les frontières. Et tout le monde est candidat à plus de sécurité humaine sur le plan alimentaire. Et cette exigence de sécurité alimentaire, elle est indispensable. Elle est indispensable. Simplement, on est en train d'être dans une trajectoire qui ne s'est jamais présentée dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a 2 milliards d'habitants en plus sur la planète depuis l'entrée dans ce siècle. Ouais. On va encore gagner 2 à 3 milliards entre 2,45 et 2,70. Et on va rester sur le toit démographique du monde pendant 2 à 3 décennies. Sur le toit de l'Everest, vous restez 5 à 15 minutes parce que vous n'avez pas d'oxygène et vous êtes épuisé. Et en fait, ce qui est périlleux, c'est la descente. Et en fait, si vous n'avez pas d'oxygène et vous n'avez pas les capacités de faire la descente de l'Everest, en fait, vous êtes mort. Et on sait que la viabilité planétaire, elle est en question aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas à la fois dire on doit embarquer du monde sur la sécurité alimentaire mondiale, et le travail de Philippe Ducroquet est très précieux à ce titre. C'est-à-dire c'est complexe, la sécurité alimentaire mondiale. C'est de la géographie, c'est des ressources, c'est de la politique. C'est cette combinaison automatique entre du pouvoir, la ressource, la géographie, du climat, du vouloir. Quelles conditions politiques, sociétales j'organise pour cette conquête d'une sécurité alimentaire? Mais on ne peut pas embarquer 10 milliards de personnes dans la sécurité alimentaire demain, ce qui est déjà très difficile en soi, en faisant la même trajectoire que par le passé dans certaines régions du monde. C'est-à-dire qu'on va devoir, à la grande caricature, accepter de bien comprendre qu'il y a une partie du monde qui va découvrir ou redécouvrir la sobriété. Et la sobriété pour nos sociétés à nous, par exemple, c'est pas revenir en arrière, c'est pas avoir la tête dans le rétroviseur, c'est vivre autrement, faire autrement, et comprendre qu'il y a une pause stratégique sur le plan géopolitique qui nous amène à retrousser les manches. Concrètement, mais il y a une partie du monde qui veut s'arracher de la sobriété alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a besoin de consommer plus. Oui, mais il y a une partie pas le choix. Oui, mais alors là, pour le coup, c'est pas de la sobriété alimentaire, c'est de la sous-alimentation. Oui, mais eux, c'est de la sobriété forcée. Oui, et aujourd'hui, on ne peut pas leur dire, vous développez pas. Et alors,
eux vivent la sobriété forcée, et alors comment vous allez nous contraindre à la sobriété finalement quelque part? Mais parce que les transitions, ce ne sont que des contraintes, ce ne sera pas qu'une question alimentaire. La question alimentaire s'inscrit dans un cycle beaucoup plus large, multisectoriel. L'agriculture, d'ailleurs, doit être considérée comme un secteur d'activité central à ce titre, j'y reviendrai. Mais l'alimentation, demain, dans certaines régions du monde, le sujet, c'est d'arrêter de gaspiller, d'arrêter de surconsommer, de se dire qu'il y a justement aujourd'hui un enjeu mondial où on ne peut pas il n'y a pas de planète B pour le climat, mais il n'y a pas de planète B pour la géopolitique ni pour l'alimentaire. Aujourd'hui, on produit peut-être assez pour toute la planète, mais on ne produit pas là où les croissances démographiques explosent et où les instabilités politiques et sociétales sont les plus fortes. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un bout du monde aujourd'hui qui veut sortir de la sobriété, aller de l'avant, consommer, y compris d'un point de vue alimentaire, et il y a une partie du monde qui s'illusionnerait presque de pouvoir rester dans le même état de confort stratégique dans lequel il est. Et bien, de la même manière qu'on redécouvre en Europe qu'on peut mourir de problèmes de pandémie ou qu'il peut y avoir une guerre sur le continent européen, les prochaines années, les Européens vont redécouvrir l'importance d'une alimentation et donc devoir faire quelques arbitrages de dépenses et vont redécouvrir une chose, c'est qu'il y a un secteur qui est en phase avancée des transitions écologiques et des transitions de pratiques, c'est le secteur agricole, qui est beaucoup plus que d'autres secteurs d'activité, déjà dans la sobriété. Qu'est-ce qui est insoutenable aujourd'hui dans la trajectoire? Alors, concernant la production, c'est-à-dire comment il va falloir produire demain, quelle est la grande révolution? La grande révolution, c'est plus rien jeter. Ça doit être interdit de jeter de l'alimentation au XXIe siècle. Ça veut dire aussi comprendre qu'aujourd'hui, dans les systèmes agricoles, comme on le voit en Europe et en France se développer, un agriculteur, il produit de l'alimentation, mais il produit aussi plein d'autres services. Il y a plein de coproduits. On va vers de la bioéconomie, on va vers de l'écologie circulaire. Oui, mais alors le problème, c'est que tout ça, ça n'est quasiment pas rémunéré aujourd'hui. C'est tout le problème. Tous les services rendus autres que la pure production de produits agricoles. C'est bien ce que j'essaye d'expliquer dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, il faut raisonner mondial d'un côté, mais il faut aussi que chacun ait des engagements cohérent, c'est-à-dire on ne peut pas en Europe ou en France dire écoutez, l'agriculture il faut qu'elle nourrisse, en même temps elle doit entretenir les paysages, en même temps elle doit aller chercher de la soutenabilité, elle doit décarboner, elle doit proposer de l'alimentation santé, elle doit proposer par ses productions des biomatériaux pour faire les nouvelles constructions et bâtiments de demain dans des villes qui en fait découvrent non pas qu'elles sont intelligentes, les villes découvrent que les territoires ruraux et agricoles sont intelligents aujourd'hui. On nous a bassinés avec les smart cities, en fait les intelligences sur l'économie réelle, à la fois de guerre, cette économie de guerre dont on parle beaucoup, et en même temps cette économie circulaire dont on dit qu'elle est centrale, les mondes agricoles sont pionniers. Qu'est-ce qu'il va falloir comprendre? Allez, juste un petit point. Philippe Ducroquet, pour avoir une idée de ce que représente le gaspillage dans la production alimentaire mondiale. 5%. 20%. 20 à 30%. C'est-à-dire il y a 20 à 30% aujourd'hui de la production agricole qui devrait être consommée et qui disparaît. Mais ce n'est pas le même problème pour les riches et pour les pauvres. Ouais. Si vous voulez, parce que dans les pays pauvres, moi je suis assez heurté par la notion de productivité. La productivité, en Europe, en Occident, c'est un mauvais mot, c'est un gros mot. En Afrique, c'est pas un mauvais mot. Hein. Les gens, ils produisent avec un rendement 10 fois moins. Ils ont besoin de productivité. Donc, on ne parle pas des mêmes choses. Ouais. Sébastien Abyss, il va quand même falloir faire une sorte de bond de productivité verte. Parce qu'il va falloir produire plus. Et il va falloir produire aussi plus conformément aux intérêts de la planète. Ça, c'est la théorie. La réalité probable, c'est qu'en fait, il va falloir prier très fort pour pouvoir produire autant qu'aujourd'hui, durablement dans ce siècle. Rien ne nous donne aucune garantie aujourd'hui qu'on puisse produire plus demain. Philippe Ducroquet l'a évoqué, il y a plein de paramètres compliqués. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le changement climatique qui s'accélère, les dérèglements géopolitiques qui malheureusement se combinent à ces dérèglements climatiques, accentuent la complexité de l'acte agricole. Moi, je crois qu'il faut qu'on rentre dans une autre pensée sur ce 21e siècle. C'est que la quantité de production aujourd'hui agricole, il faut espérer pouvoir la produire la plus stablement possible, le plus longtemps possible au cours de ce 21e siècle pour justement franchir l'Everest. Je ne suis pas convaincu qu'on va pouvoir augmenter drastiquement la production agricole. Ça veut dire que l'un des risques... Oui, mais donc ça veut dire, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas non plus... Donc vous dites, on ne peut pas faire... C'est pas sûr qu'on puisse produire beaucoup plus. Non. Mais est-ce qu'on pourra produire beaucoup plus vert ? C'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir une cohérence d'ensemble sur le fait que quand vous êtes agriculteur, ici ou ailleurs, vous demandez à l'agriculteur d'avoir une réponse de sécurité
alimentaire d'un côté, et en même temps vous lui demandez d'être le protagoniste de la soutenabilité. Donc en fait, il faut qu'il ait les bons équipements, il a besoin de stabilité politique et de gouvernance, ça a été évoqué, il a besoin de revenus. Un agriculteur au XXIe siècle, c'est un métier d'avenir. Les métiers des mains sont des métiers d'avenir. Ils ont le droit de gagner beaucoup d'argent. Mais ça veut dire aussi que les consommateurs, notamment nos pays, qui pendant 50 ans, en gros, étaient les grands gagnants des politiques agricoles parce qu'ils ont payé une alimentation qui était toujours plus verte, toujours plus bonne pour la santé, toujours plus disponible, y compris en plein milieu de la nuit, sans payer plus cher. Ça, c'est fini. La fête est finie. Oui, mais Sébastien Bis, vous voyez bien qu'en fait, il n'y a qu'une seule vérité pour le consommateur, c'est celle du prix. Ben oui, mais le prix, il y a une question d'arbitrage. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, ça coûtera beaucoup plus cher de se nourrir? Non, je constate simplement qu'on a dit la même chose sur l'énergie et quand on a expliqué à tout le monde qu'il y avait un risque de pénurie énergétique et qu'il fallait baisser de 2 degrés la température chez soi, tout le monde, ou à peu près tout le monde l'a fait. Donc à un moment donné, quand on rentre dans le dur, et on est en train de rentrer dans le dur, moi je pense que l'Europe doit définitivement considérer que la fin des 30 glandeuses a sonné, elle ne peut pas s'assoupir, rester dans le canapé tranquille, il faut se remettre à bosser. Les mondes agricoles, eux, bossent depuis 30 ans à la fois à ces transitions écologiques, mais encore une fois, l'alimentation ne peut pas coûter demain pas cher, c'est pas possible. Mais en vous lisant, on sent qu'il y a 2 leviers d'action principales. Il y a nos habitudes de consommation, vous le dites. Et ça, je veux dire, c'est assez. Enfin, je veux dire, les premiers efforts, ils sont assez faciles à faire. Ceux que vous citez sur l'électricité, il suffisait juste de faire un peu attention. Mais on n'est pas vraiment rentré dans le dur. Là, ça veut dire quoi, rentrer dans le dur pour nous en matière d'alimentation? Et puis le deuxième levier que j'aimerais que vous évoquiez, c'est aussi tout ce qui concerne la gouvernance. Parce qu'on voit bien à travers ce que vous dites que d'un côté, il y a les productions, que de l'autre côté, il y a les bouches à nourrir, et que si on n'organise pas quelque chose de différent au niveau mondial, on n'y arrivera pas. Je vais vous dire, sur le plan alimentaire, encore une fois, déjà, au-delà des gaspillages, l'éducation alimentaire, plus que jamais, sera indispensable dans l'école de demain. Ça fait partie des savoirs fondamentaux, et l'éducation alimentaire, c'est aussi un incubateur à faire vivre les uns et les autres ensemble, parce que l'alimentation, il ne faut pas oublier la dimension sociale, plaisir, brassage culturel. L'autre chose, c'est les arbitrages de dépenses. Ce n'est pas normal aujourd'hui que la dépense alimentaire soit pas vue comme un investissement d'avenir. C'est sa meilleure assurance vie. Il ne faut pas mettre son argent à la banque, il faut mettre son argent dans son microbiote. C'est ça l'assurance vie durable. On va augmenter la longévité de la vie et de l'espérance de vie par l'alimentation. Ça veut dire redonner de la valeur à l'alimentation. Si vous dites que l'alimentation doit coûter toujours moins cher, vous lui faire perdre sa valeur intrinsèque. Le bon prix demain, c'est celui qui est bon pour sa santé, bon pour la planète, bon pour le producteur et les territoires. Sur le terrain international, quelle est la glissade qu'on observe et que Philippe Ducroquet montre bien avec Jean-Paul Charvet dans son ouvrage? C'est qu'il y a 15-20 ans, le sujet de la sécurité alimentaire, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau multilatéral pour réduire les risques? Comment on travaille ensemble? Qu'est-ce qui se passe depuis 2-3 ans avec cette crise de Covid qui a relocalisé les états d'esprit? C'est en gros chacun pour soi, souveraineté. Et au lieu d'avoir une approche, comme je dis dans mon livre, de souveraineté solidaire, parce que c'est ça ou rien, on explique qu'on pourrait tous partir sur... C'est pas la logique des accords commerciaux, par exemple, où on donne, toi, un peu de porc, moi, un peu de volaille. Mais il ne faut pas arrêter les accords commerciaux, il faut leur donner un équilibre. Et le sujet pour l'Europe sur les accords commerciaux vis-à-vis du reste du monde, c'est juste comprendre qu'en 2024, vous n'êtes plus dans le monde d'il y a 20 ans et que l'Europe, aujourd'hui, elle n'est pas le centre du monde. Vous citez un chiffre que je voudrais quand même donner. Vous dites les paysans, c'est 1/4 de la population active à l'échelle mondiale. 1,2 milliard de personnes. C'est le premier employeur du monde. Il n'y en a que 100 millions seulement qui vivent bien. À peu près, oui, parce que dans l'écrasante majorité des pays, encore une fois, Philippe peut en parler, les paysans ne sont pas regardés à leur juste valeur. Non, je peux rajouter quelque chose là-dessus. Les petits paysans, ils avaient en moyenne 1 hectare il y a 30-40 ans. Maintenant, ils n'ont plus qu'un demi-hectare. Donc ça veut dire qu'ils sont appauvris. Certains sont partis, mais malgré tout, ceux qui sont restés, ceux qui ont profité, c'est les grandes multinationales, les holdings agroalimentaires. Ils représentent peut-être 1/1000, même pas. Ils représentent 5 000 à 10 000 holdings dans le monde, surtout en Russie, en Ukraine ou en Amérique latine, et ils représentent déjà 20% des surfaces agricoles. Donc les gros holdings ont de plus en plus de surfaces, et les tout petits paysans ils se prolétarisent de plus en plus. Ils ont de moins en moins de surfaces disponibles. Mais juste, Sébastien Bis, pour revenir sur notre modèle, alors peut-être vraiment plus proche de nos pays, est-ce que
ce qu'on nous vend comme étant un modèle raisonnable d'avenir, c'est-à-dire ce côté français du petit producteur à côté de chez soi, chez qui on va aller chercher ses fruits et légumes. Est-ce que c'est le bon modèle? C'est quoi le bon modèle, le bon circuit demain en France de production, de distribution, de consommation? Précisément, je pense qu'il y a aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on passe sur un autre cycle. Il n'y a pas de modèle agricole. En fait, il n'y a pas de modèle qui marche. Chaque agriculteur est un modèle à soi. La réalité d'un producteur au Burkina Faso, au Maroc, dans le nord ou dans le sud de la France ne sont pas les mêmes. Les réalités climatiques ne sont pas les mêmes. Par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces agriculteurs dans le monde entier ont des missions de plus en plus grandes à remplir et doivent être reconnus comme des métiers indispensables et d'avenir. Parce que, encore une fois, ils sont sur ces 3 verticales, sécurité, soutenabilité, santé, dont je parle dans l'ouvrage. Mais ça pose une question sur notre regard aussi de l'agriculteur de demain. L'agriculteur de demain, il faut bien comprendre que d'ores et déjà, vous avez des agriculteurs en France qui, sur une seule journée, font 15 métiers différents et qui, d'une année à l'autre, vont tester des pratiques différentes. Donc en fait, il n'y a pas un modèle figé, il n'y a pas un modèle muséifié. Ça, il faut sortir de cet aspect. Et encore une fois, si on veut comprendre l'agriculture comme elle est aujourd'hui, en France particulièrement, allez visiter la France rurale et la France agricole, n'allez pas au salon de l'agriculture. Ça renvoie à une image qui est plutôt celle du XXe siècle. Alors, il y a un modèle, peut-être... Le mot de la fin, Philippe Ducroquet. On parle souvent de l'écologie intensive. Ouais. C'est antinomique. Donc, écologie, on pense tout de suite bichonner ces petites productions. Ouais. Intensive, comment ça peut se combiner ensemble? C'est faisable, mais c'est faisable à petite échelle. C'est faisable, si vous voulez, dans le jardin, les agriculteurs qui bichonnent bien leurs petites plantes. Bon. Mais sinon, si vous voulez, à grande échelle, c'est impossible. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution. Il y a un modèle qui s'appelle l'écologie intensive, mais il n'est pas encore développé et il n'a pas encore prouvé qu'il était capable de produire autant que les autres modèles. Il y a des modèles où effectivement, avec tout ce qui est permaculture, sur une petite surface, Oui. on arrive à générer des rendements qui sont absolument... mais on ne va pas nourrir le monde. Mais on ne va pas nourrir le monde. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos 2 livres, vos 3 livres même. Sébastien Habis, Veut-on nourrir le monde? C'est aux éditions Armand Collin. Et puis, le Déméter 2024... pour tout savoir finalement sur les mondes agricoles et leurs enjeux. Ça s'appelle donc Cultiver la paix en temps de guerre cette année. C'est la combienième édition 30e édition, c'est l'anniversaire. 30e édition, donc à vous procurer absolument. Iris Édition. Et puis Philippe Ducroquet et Jean-Paul Charvet, Atlas des politiques agricoles et alimentaires. C'est aux éditions du Rocher. On se retrouve tout de suite pour la 2e partie de l'émission.